elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne suis pas conduite qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Camille. Bien sûr, l'utérus, c'est la sexualité, c'est la procréation et c'est la création. Salut poudreuse, salut poudreux. Ça me fait tout drôle de vous parler après ces 2 mois de pause. Ça m'avait manqué. Et à en croire tous les messages que vous m'avez envoyés sur les réseaux sociaux, la poudre vous a manqué aussi. Vous n'imaginez pas à quel point ça me rend heureuse de savoir que la poudre vous apporte de la force, de la sérénité, le courage d'affronter le quotidien et même, bien souvent, l'envie de vous battre pour que le monde change. Et comme je grandis avec vous, je vous ai préparé une saison 2 plus combattante que jamais. Pour l'accompagner, on a donné un coup de frais au générique sur un morceau de Bonnie Banane, une artiste qu'on adore. On espère vraiment que vous aimez. Pour bien combattre, il faut commencer par plonger en soi. Alors je vous propose de commencer la saison en douceur, en profondeur, avec la voix de Camille, l'une des artistes les plus charismatiques que j'ai jamais rencontrées. Cet épisode devrait vous permettre de souffler, de vous élever et peut-être même de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Avec Camille, nous avons parlé de liens, d'émancipation et de Sainte-Hildegarde de Bingen. La poudre, saison 2. C'est parti. Camille, vous êtes chanteuse, auteure et compositrice. Et ces 3 mots me paraissent bien courts pour résumer ce que votre voix me fait depuis des années. Bon Camille, je vais être assez impudique parce que c'est un podcast et qu'on est entre nous. En 2005, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. C'était l'année de la sortie de votre album Le Fil. Et dans mon cas, on pourrait plutôt parler de filet. Je l'écoutais en boucle. Surtout la jeune fille aux cheveux blancs, putain, c'était moi, quoi. Le premier concert auquel j'ai assisté après cette rencontre avec la mort, c'était vous. Et à vous voir si vivante, chanter très fort qui vous étiez, je me suis sentie vivante aussi. Voilà, ça fait 12 ans que je regarde, écoute et adore tout ce que vous faites. Et je vais arrêter ce moment un peu flippant et malaisant pour vous dire simplement que j'aime beaucoup que vous soyez là aujourd'hui. Il y a une force émancipatrice qui émane de vous, vos pieds nus sur les scènes, la façon dont la France se tourne vers vous dans les moments de douleur. Je me rappellerai toujours cette fois où vous avez fait chanter un studio de France Inter après le 13 novembre 2015 chez Augustin Trapenard, que j'embrasse d'ailleurs s'il nous écoute. Voilà, en fait, je trouve que vous avez quelque chose d'un petit peu messianique. Et je me demandais s'il y avait beaucoup de tarés comme moi qui vous disent des trucs comme ça. Le coup du Messie, ouais, vous êtes la première. Je pense pas que je suis un Messie du tout. Non, je pense que le chant est d'un grand secours parce qu'il nous relie à notre humanité, à quelque chose de très simple. Et puis, ça nous relie à une vibration. Je pense que chaque personne est une vibration. Voilà. Et au-delà d'être une vibration sonore d'ailleurs, on est une vibration. Donc je crois que la voix, ça nous relie à ça. Donc dans les moments difficiles, voilà, vous parliez du fil. Moi, chaque disque a son histoire et le fil aussi. Faire ce disque m'a guéri. Et voilà, tout simplement, ce que vous faites, parler, s'exprimer, ce que vous venez de faire aussi. Je pense que ça nous relie à ce que chacun de nous est, voilà. Et donc, ça nous sauve. C'est très très simple, en fait. C'est des choses très simples qui nous sauvent, je pense.
Vous avez grandi à Paris, dans le 14e arrondissement, si je ne me trompe pas? Je suis née dans le 14e arrondissement. J'ai grandi dans les Yvelines. Dans les Yvelines. C'était comment de grandir là-bas? C'était comment votre enfance? C'était doux, parfois ennuyeux. Mais ennuyeux comme ces dimanches pluvieux où finalement, certainement, germent des idées. Avec des moments très amusants parce que j'ai eu des parents amusants, des frères et sœurs amusants, des cousins et cousines amusantes, des oncles, des tantes, des grands-pères, grand-mères amusants. Donc évidemment, il y a des moments amusants. Mais je me souviens beaucoup de l'école. Voilà, j'étais quelqu'un d'enfant, je pense, assez rêveuse et solitaire quand même. Sociable mais solitaire quand même, finalement. Vous avez des parents plutôt intellectuels. Votre maman était prof d'anglais, votre père prof de lettres et musicien également. Ça donne quel genre d'éducation? Vous parlez comment? Sur quel ton quand vous étiez petite? J'ai pas le souvenir qu'on me criait dessus. J'ai pas le souvenir de règles strictes, autoritaires. Mes parents n'étaient pas bohèmes non plus. C'était cadré, normal. Enfin voilà, j'allais à l'école comme tout le monde. Plus rien de spécial, quoi. J'ai fait de la danse classique au conservatoire du coin. Ouais, rien à signaler. Mais beaucoup d'amour et puis de fantaisie. C'est certainement à mes parents, à mes frères et sœurs que j'ai dû chanter mes premières chansons. Mais je sais pas à qui j'ai fait des sketchs comme les enfants font à leurs parents, quoi. Voilà, c'est du spectacle, des sketchs, de la danse, mes premiers musicals à moi, quoi. Mes premiers opéras. Et vous étiez encouragée là-dedans? Oui, mais pas plus que de mesure. Juste, voilà, à vrai dire, peut-être que si, parce que, enfin, je veux dire, mes parents m'ont jamais encouragée à devenir chanteuse. Je pense que c'était pas. Mes parents n'étaient pas des artistes professionnels. C'était pour la plupart des gens, être artiste, c'est très marginal et c'est un milieu très très étanche. Et pour mes parents, je pense que d'être artiste, enfin, ça faisait pas forcément partie de leur paysage pour leurs enfants, même si mon père était très très artiste et aurait souhaité certainement vivre sa vie en tant qu'écrivain ou chanteur aussi, certainement. Mais c'était pas vraiment leur milieu, quoi. Donc ils m'ont pas encouragée à devenir comédienne ou à devenir chanteuse, mais par contre ils adoraient quand je chantais, quand mon frère jouait du piano, voilà. Il est devenu musicien aussi, d'ailleurs, votre frère? Alors, mon frère est devenu musicien et puis ma sœur est devenue organisatrice d'événements, de concerts et maintenant elle écrit des pièces de théâtre. Donc on est à peu près dans ce qu'on faisait quand on était petit, Ça, c'est chouette. quand on s'amusait en vacances. C'était quel genre de femme, votre maman, dans votre enfance, je veux dire? Quel genre de femme? Une femme dynamique, terrienne, organisée. Énergique. Elle avait 3 enfants, donc c'est beaucoup de travail, 3 enfants. Voilà, c'est une femme autonome, elle travaillait, elle était indépendante financièrement. C'était une bonne chef d'entreprise familiale. Parce que je pense que ça aurait fait une bonne chef d'entreprise, ma mère. Mais elle a fait des choix plutôt familiaux. Parce qu'elle est maître avec les enfants, je crois que c'est une des choses qu'elle préfère au monde. Elle aime les enfants, quoi. Et mon père, pareil. Mon père nous consacrait beaucoup de temps. J'aime beaucoup quand vous parlez de votre papa, je crois que vous aviez un lien très fort avec lui. Il vous a quand même transmis l'amour de la musique. Il est aussi l'auteur d'un pamphlet que j'ai lu en partie, Lettres à la République, qui est sorti il y a une dizaine d'années, où on le sent très engagé politiquement. Vous l'avez perdu brutalement alors qu'il venait de composer un album qui était en fait son premier disque, et vous avez accompagné sa sortie, ce que je trouve aussi très puissant. Oui, sa double sortie, oui. La sortie du disque et sa sortie du monde.
Dans votre dernier album, il y a une chanson qui s'appelle « Fille à papa ». Et vous dites « Tu m'élèves, je t'élève, tu t'élèves, je me lève ». Vous lui devez quoi à ce papa ? Je lui dois la vie. Je lui dois... je lui dois... comment dire ? J'essaie de faire une phrase qui a un début, une fin. Il m'a transmis la juste mesure du lien humain et du lien familial. Le lien familial, faire famille, c'est se soutenir toute la vie, parce qu'on a un lien de sang, mais c'est aussi se soutenir toute la vie, même si on n'a pas de lien de sang. Moi, j'ai le sentiment d'avoir rencontré mon père au-delà du fait que nous avons un lien de sang. Voilà. Je pense c'est comme si il m'avait choisi, que je l'avais recueilli, moi aussi. Voilà. Il m'a accompagnée, je l'ai accompagné. Il m'a élevée, je l'ai élevée. Voilà, et il s'élève et je me lève parce que maintenant qu'il est plus là, et vous parlez d'émancipation, le deuil émancipe. Quand il y a des beaux départs, parce que mon père, je trouve qu'il a eu un départ brusque, mais beau, voilà, très élégant, très... Voilà, c'était un bel accord final, un beau point d'orgue. Eh bien, j'ai pris ça comme un cadeau. Et ça m'a émancipée, parce que quand on perd son papa, je veux dire, au milieu de l'âge adulte, mes enfants, j'avais pas encore ma fille, mon fils était tout petit, c'est quand même tôt. Ouais, c'est tôt. Donc ça propulse, ça fait prendre conscience de plein de choses. Qu'il y a un autre monde, qu'on ressent des choses par rapport à ça. Enfin, moi, j'en ai ressenti. Il y a plein de théories par rapport à ça. Hein. Tout le monde glose sur la mort, sur les autres mondes et tout. Mais après, rien ne vaut le ressenti qu'on en a. Donc, ça m'a permis de ressentir des choses. Donc, c'est une forme d'émancipation. Et donc, grâce à ça, je me lève maintenant parce que j'ai l'impression d'être plus sur mes pieds et d'être plus sur terre, comme j'ai eu un aperçu du passage. Voilà, je pense que ça m'a ancré aussi. Donc c'est un cadeau. Donc mon papa, c'est tout ça. C'est évidemment le lien aussi à la musique, qui est une autre forme de famille. Voilà, pour moi, mes liens de sang, c'est aussi avec les musiciens avec qui je fais de la musique et avec le public qui la partage. C'est indicible, c'est des liens, je parlais de vibration, c'est des liens vibratoires très forts, très élevés. Hein, quand on fait de la musique, je crois que j'ai choisi la musique aussi pour ça, parce que on est au-delà du langage humain. Alors je fais de la chanson parce que j'adore les mots, mais j'aime les mots dans leur vibration, dans leur son, aussi dans leur sens évidemment, mais aussi dans leur aspect sonore. Et je trouve que ça les élève, voilà, et ça nous relie les uns aux autres. Voilà, et je crois que c'est ça que j'aime dans la musique, c'est qu'on est dans le langage humain, mais on est un peu là. Un peu connecté au divin. Ouais, et grâce à ça, je traverse les épreuves, dont celle du deuil de mon père. Il m'a transmis la musique, cet amour-là, ma mère aussi, hein, mais mon père beaucoup. Et il m'a appris la résilience. Moi, la musique, c'est ma résilience. La faire, la chanter, l'écouter, la danser. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance ? Je pense que c'est comme une graine, tout est en puissance. Une petite fille qui naît, je pense que j'étais déjà une maman, parce que j'ai des souvenirs très petites. Je jouais pas à la poupée, parce que j'ai jamais aimé ça, parce que ces poupées, c'est inerte, c'est du plastique ou du chiffon. J'ai jamais aimé ça, je sais pas. Mais par contre, j'ai toujours adoré les insectes, j'ai jamais voulu écraser une fourmi, j'ai toujours eu le sentiment que j'étais là pour protéger la vie. Donc je pense que j'étais déjà une petite mère en naissant et une petite femme en puissance. Et après, ça s'acquiert, évidemment. Évidemment que c'est des passages, des initiations qu'on décide de prendre à bras-le-corps ou pas, parce qu'on peut rester une petite fille toute sa vie, ça peut être confortable ou inconfortable.
Moi, j'essaie de grandir, mais sans oublier que je suis aussi une petite fille. Cette graine-là, elle est toujours là. Je pense que la femme, c'est ça, c'est une démonstration qu'on peut être petite fille, vieille femme, maman, femme, amante, tout ce qu'on veut, tout au long de la vie, avec des métamorphoses assez sensibles. Là, il y a une photo de Vivienne Westwood toute nue à l'entrée de cette salle. De cette chambre. Ouais. Alors, elle est toute nue sur un canapé, jambes écartées, les cheveux rouges flamboyants, les poils pubiens, il me semble aussi flamboyants. Tout à fait. Voilà, c'est pas une fausse rousse. Et elle est très maquillée, et puis elle rigole. Et donc, pour moi, elle est tout, quoi. Alors, je sais pas si elle est la maman, mais si, en même temps, parce qu'elle est l'origine du monde. Hein, elle ouvre les cuisses. Elle rigole comme une petite fille. En même temps, c'est une vieille femme. Voilà, quoi. C'est une femme accomplie. Elle est maquillée, en même temps, elle est toute nue. Il y a toutes ces femmes en vous aussi. Voilà, mais j'espère. Dans vos chansons, on le ressent. Moi, ça me fait penser à une autre chanson que j'adore, de Au port, que j'ai vachement écoutée. Et on sent que c'est une espèce de dialogue entre l'adulte que vous êtes devenu et la petite fille que vous étiez. Enfin, j'ai l'impression que vous explorez souvent cette thématique-là dans votre travail. Vous admiriez qui quand vous étiez adolescente? Vous lisiez quoi? Vous écoutiez qui? Je me suis jamais laissée trop à l'admiration. Je me suis jamais laissée aller trop à ce sentiment. À l'amour, oui. À la gratitude, à l'envie de rencontrer, oui. À l'admiration, je trouve que c'est comme de regarder quelqu'un à travers une vitre ou dans un miroir. C'est pas la vie. C'est statique, l'admiration. Pour moi, c'est tout de suite, on met quelqu'un... on le met sur un piédestal et puis on reste à genoux et on regarde. Moi, quand on parle d'admiration, je suis toujours pas très à l'aise. J'ai tout de suite envie de briser la glace. Ouais. Mais quand vous aviez 15-16 ans, il y a toujours des gens vers lesquels on se projette en se disant... Alors, j'ai eu un espèce de sentiment de jumélité, enfin de désir commun avec Fiona Apple, une chanteuse américaine qui a à peu près le même âge que moi quand j'étais adolescente, parce qu'elle écrivait des chansons à son piano et puis elle était très belle et puis très tourmentée. Je sais pas si je l'ai admirée, mais on va dire que ça fait toujours écho quand on voit quelqu'un du même âge à des aspirations. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris à me détacher de mes modèles, quoi. Par exemple, Fiona Apple, j'ai vite appris que elle avait une voix d'alto, alors que moi j'ai une voix de soprano. Qu'elle est américaine, moi je suis française. Voilà, c'est pas... c'est des trompe-l'œil, quoi. On se dit, ah, elle est comme moi. Bah non, elle est pas comme moi. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à écouter ses disques, à la voir chanter sur scène les rares fois où elle vient en France. Mais sinon, j'écoutais des trucs, quoi. J'écoutais beaucoup David Bowie quand j'étais ado, donc j'écoutais la même chose que les ados dans les années 70, alors qu'on était dans les années 90. Et vous lisiez? Il y avait des livres Je lisais beaucoup, oui. Mais alors, qu'est-ce que je lisais? Je lisais pas des trucs d'adolescent. Je lisais Zola, je lisais Victor Hugo, je lisais... Qu'est-ce que j'ai comme souvenir? Hermann Hesse. Ouais. Des romans initiatiques comme ça, mais pas tant que ça, finalement. Je lisais Shakespeare... Des grands classiques, quoi, parce que j'étais studieuse mais sauf que ça me passionnait vraiment. C'est-à-dire que je les faisais pas parce que c'était le programme, je les faisais parce que je trouvais ça génial, quoi. Et je crois que j'aurais pu... Enfin, je dis ça sans prétention, j'aurais pu être à l'université à 16 ans parce que j'avais déjà une passion de la recherche, quoi, de vraiment de l'œuvre, voilà, des œuvres. J'aimais les œuvres et j'étais toujours un peu frustrée qu'on fasse que Hamlet ou qu'on fasse que les contemplations ou que, je sais pas, moi,
J'ai envie de tout lire, quoi. Mais d'ailleurs, je voulais en arriver à ce côté-là, parce que je suis intriguée par votre parcours universitaire. Vous avez passé le concours de Normal Sup, vous avez étudié à Sciences Po Paris. En fait, vous avez traversé quelque chose de très cérébral, de très théorique, pour plonger dans la musique aussitôt derrière. Je crois que votre premier album, c'était votre stage de fin d'études de Sciences Po. Est-ce que c'était calculé? Est-ce que vous vous êtes dit, je vais faire tous ces diplômes et puis derrière, je plongerai dans l'art? C'est calculé. Je pense qu'on a certainement un programme à l'intérieur de nous, mais qui est calculé par, je sais pas par qui, mais non, j'ai pas calculé. Il y a eu une espèce de synchronicité des moments, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie d'aller au bout d'un parcours de littéraire, en fait. Je suis assez perfectionniste, donc j'aime bien aller au bout des choses. Et en même temps, j'avais cet amour de la musique, mais je voulais certainement pas en faire quelque chose de scolaire. Voilà, j'avais pas envie d'apprendre la musique sur des bancs à nouveau. Mais voilà, l'école telle que je l'ai vécue, c'était un surentraînement théorique, effectivement, qui pour moi était pertinent en littérature. Voilà. Ça s'est nourri l'un l'autre, en fait, c'est ça que vous Ce que je veux dire, c'est que la littérature, oui, je veux bien qu'elle soit apprise de cette manière. Le reste, les langues, oui, je les ai apprises à l'école, mais je les ai apprises beaucoup en parlant et en rencontrant des Anglais. La géographie, l'histoire, je trouve que des fois, c'est enseigné de manière beaucoup trop théorique, pas du tout assez sensitive. La science physique, n'en parlons pas, la biologie et tout ça. Je trouve qu'il y a plein de matières, comme on dit, qui sont systématiquement apprises de manière théorique et ça se justifie pas. Donc la littérature, j'ai adoré, puis les sciences sociales, tout ça, bon, voilà. J'ai poussé un peu le truc de manière théorique universitaire, mais par contre, la musique, pour moi, c'était mon jardin secret et j'avais envie de l'apprendre de manière concrète, quoi. Ça s'est fait dans les studios, ça s'est fait en rencontrant des musiciens. J'ai pris assez peu de cours, finalement. J'ai pris quelques cours de piano, des cours de chant aussi, mais les cours de chant, ça se faisait sans théorie musicale. Et voilà, j'ai tout appris comme une autodidacte, en fait. Et c'était ma volonté. Et c'est vrai qu'après avoir eu le bac, j'avais pas envie de comme ça, me mettre directement à la musique, parce que je savais très bien que ça allait être des journées toute seule. Et j'avais besoin d'être active. Voilà. Donc j'avais besoin d'un cadre, c'était mes études. Et puis à côté, je faisais ce que j'avais envie de devenir, c'est-à-dire musicienne. Chanteuse, voilà, à ma manière, voilà, qui n'était pas une manière élitiste, quoi. La chanson, c'est pas élitiste, quoi. Faut pas un diplôme, Donc ça, je l'ai fait à ma manière. Et puis à un moment, je lui ai dit bon, bah c'est bon, les études supérieures, ça s'est fait au moment où j'avais quelque chose de concret en musique qui faisait que ça allait m'occuper, que j'allais pas être livrée à moi-même, qu'il y allait avoir du concret et pas être là on devient vite nombriliste quand on n'a pas de choses concrètes, voilà. Donc j'ai continué mes études jusqu'à ce que j'ai quelque chose de concret qui fasse que je pouvais continuer à être musicienne seulement, voilà. Mais vous l'avez gardé, ce côté un peu intello, souvent dans vos interviews, même dans vos paroles, dans vos disques. Et parfois, j'ai l'impression qu'on vous l'a un peu reproché, comme si c'était pas compatible avec l'envie qu'on a l'endroit où on place une femme qui chante. Est-ce que c'est une espèce de... Oui, peut-être, mais vous savez, une femme qui pense par elle-même, souvent on dit qu'elle est cérébrale, et puis... Une femme qui s'exprime, elle est folle. Et puis une femme qui rit, qui pleure, qui exprime ses émotions, elle est hystérique. Donc on a toujours tendance voilà, ça dérange. Et puis une femme qui est cérébrale, elle sera pas forcément sensuelle, ou elle sera pas forcément expressive. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une grande sensualité dans les mots, dans la réflexion. C'est une manière d'appréhender le monde, c'est très subtil. J'essaie d'en garder la subtilité sans en garder le jugement.
C'est vrai que en France, on apprend beaucoup dans ces études-là à juger, à développer un sens critique, à dire oui, non, blanc, noir. Moi, j'essaie d'en garder un parfum délicieux, voilà, qui aide peut-être à analyser les choses, à les exprimer de manière sensible, nuancée. Voilà. Il y a quelque chose qui me fascine chez vous, c'est votre autosuffisance. Alors évidemment, vous êtes accompagné de musiciens et d'arrangeurs extrêmement talentueux, mais dans vos disques, souvent, vous faites toutes les voix, en plus d'écrire et de composer la plupart des chansons. Dans vos clips aussi, vous êtes souvent seul. Et pour moi, c'est une sorte de fantasme féministe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce côté, vous n'avez besoin de personne, en fait. Oui, ou écologique. Ouais. Je pense qu'on est tous... nous sommes tous des écosystèmes autosuffisants, mais reliés à d'autres écosystèmes autosuffisants. J'ai une forme d'autosuffisance, mais ce que je préfère, c'est la collaboration. C'est de la co-création. La vie, c'est une co-création. C'est que voilà, on a été créé comme ça, je sais pas comment, par qui, et puis on est en interaction avec plein d'autres écosystèmes, les plantes, les autres êtres humains, l'univers, les éléments, voilà. Et puis on crée comme ça, des fois on suscite les rencontres, des fois ça se fait tout seul. Donc je pense que le devoir de chacun, c'est de pousser son autosuffisance. Moi j'aimerais atteindre l'autosuffisance alimentaire. Concrètement, genre faire pousser vous-même. Concrètement, ouais, j'aimerais. Je travaille tant que je peux. Et puis la musique, c'est une forme d'autosuffisance spirituelle. C'est une nourriture qui permet d'être heureux, mais jamais tout seul. Je veux dire, c'est pas mon but d'être toute seule. Je crois que ce que je préfère, c'est quand le collectif ne fait qu'un. C'est quand on devient un seul corps alors qu'on est plein. Voilà, c'est ce qui se passe dans les concerts ou dans les grands bals ou dans certaines fêtes réussies ou certaines cérémonies aussi. Il y a une question que je pose à toutes les femmes qui passent ici. Normalement, je la garde pour la fin de l'émission, mais ça me paraît tellement central pour vous que je voulais la poser maintenant. Quel rapport avez-vous avec votre utérus ? Je l'adore. Je le vénère, je le nourris, il me guide, c'est vraiment... c'est un allié de tous les jours. C'est peut-être un rapport peut-être un peu comparable à celui de le rapport que j'ai avec ma voix. C'est-à-dire que c'est moi et c'est un autre. Il a sa vie propre et en même temps, c'est mon baromètre. Il me dit où j'en suis dans mon cycle, dans mon cycle de vie aussi, parce qu'il y a un moment on a des cycles et des moments où on n'en a pas encore ou plus. Donc il me dit où j'en suis, il me dit comment il se sent, comment je me sens. C'est un guide et en même temps, c'est une vie qui vit d'elle-même, qui m'échappe complètement. Comme ma voix. Ma voix, elle a... ce qu'on dit... Enfin, je crois que je dois citer quelqu'un. C'est le miroir de l'âme. La voix, c'est... Elle me raconte. Elle me raconte ma vie. Mais elle a sa vie propre. Voilà. Si un jour, elle est fatiguée, j'y peux rien. Si un jour elle se tait. Si un jour elle sort comme un volcan, elle sort comme un volcan. Je maîtrise pas tout. C'est ça que j'aime bien. Et je pensais aussi au rapport qu'il y a entre votre utérus et votre création. Il y a l'album I Love You qui commence par un accouchement. Et puis dans Oui, il y a la première chanson qui est sortie, Fontaine de lait, qui parle de la maternité, qui parle de l'amour maternel à travers, j'imagine, l'allaitement, même si je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Est-ce que la maternité stimule votre création aussi ? Bien sûr, l'utérus, c'est la sexualité
C'est la procréation et c'est la création. Pour moi, c'est le siège, c'est le bassin, c'est l'ancrage de la création sous toutes ses formes. Et la procréation nourrit la création et la création nourrit la procréation. J'aurais pas été aussi prête à être j'aurais pas été aussi prête à être maman que si si je n'avais pas autant créé. Voilà, j'ai créé avant de devenir maman. Ça m'a construite, ça a certainement renforcé mon utérus et mon périnée, tout ça, et ma conscience de mon corps et de ma féminité et de ma force. Et puis en étant maman, voilà, évidemment que c'est une source incroyable, hein, déjà de donner la vie, et puis évidemment d'élever des enfants, hein, et qui nous élèvent. Ouais, aussi. Mais c'est pas évident pour toutes les femmes. Enfin, quand je vous entends parler de votre façon d'écouter votre utérus ou d'accueillir vos grossesses, qui sont des moments que j'ai traversés moi aussi avec beaucoup moins de sérénité, j'ai l'impression. Comment vous avez appris à avoir ce lien-là avec votre corps? Est-ce que c'est le chant justement qui vous donne cet ancrage-là? Est-ce que ça vient d'autre chose, quelque chose de plus spirituel? L'un et l'autre. Le chant crée un lien, le lien crée le chant. Et surtout, tout est lié, voilà. Pour moi, dans le corps, tout est lié. Le corps est lié à tout. Et à partir du moment où on comprend ça, je pense qu'on élimine 90% des fausses questions et des faux problèmes. Parce que les problèmes, on les crée quand on cloisonne les choses. Il y a le travail et là, il y a la maternité. Il y a le couple et puis les parents. Il y a... Comme les rubriques dans le magazine féminin, genre rubrique déco, rubrique enfants. C'est ça, il y a la carrière et il y a les enfants. Ouais. Mais non, pourquoi ? Tout cela est lié et complémentaire. Et pour moi, ça fait partie du même cycle. Et l'un nourrit l'autre, en fait. Voilà. Donc, peut-être que c'est cette conscience du lien entre les choses qui fait, comme vous dites, que j'ai ce lien, voilà, je sais pas si c'est une forme de sérénité, je crois que c'est tout simplement une écoute. Ça fait envie en tout cas, je vais essayer. C'est là. Hein. Alors dans Oui, votre dernier album, il y a aussi une très belle chanson qui s'appelle Nuit debout, en référence à ces assemblées politiques spontanées qui sont réunies place de la République au printemps dernier. Est-ce que, j'allais dire la musique, plutôt votre musique, je sais pas quelle des deux employer, est politique? Elle est poétique. Je préfère créer que de faire des discours. Faire et créer. La politique, aujourd'hui, on l'associe beaucoup à une classe politique et à une classe qui fait des discours et des discours médiatiques, beaucoup. Et on l'associe à des divisions, en fait. Il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ci, et puis ceux qui disent ci, ils disent qu'ils sont pas comme ceux qui disent ça, et qui sont contre ceux qui disent ça, et que ceux qui disent ça, ils sont pas bien, et ceux qui disent ça, ils disent que c'est ceux qui disent ci qui... Bon, en fait, grosso merdo, ils font à peu près tous la même chose. Je pense que, en tout cas pour faire de la politique, je pense que en tant que citoyen, on a beaucoup plus de marge de manœuvre dans nos manières de consommer, de faire, de vivre. Je pense que c'est ça qui va changer le monde aujourd'hui. C'est pas les beaux discours, c'est les prises de conscience, certes, mais surtout les actes, voilà, quotidiens, qu'il faut relier à, je sais pas, trier ses poubelles ou faire avoir moins de poubelles. Ouais. Là, on peut dire, ah oui, c'est du concret au concret, c'est un geste. Non, c'est ce qui est beau, c'est que c'est relié au grand tout. Ouais. C'est que le moindre geste, il est relié au grand tout. Et c'est ça qui fait qu'on est des humains. Et c'est ça l'enjeu pour moi du XXIe siècle, est si beau, c'est de se relier à ça. Donc c'est nos gestes très simples qui sont très puissants, en fait. Pour moi, ça, c'est du politique. Et sinon, le politique, c'est la poésie, c'est la création, c'est prendre conscience que chacun de nous est unique et que chacun de nous a quelque chose d'unique à exprimer, quelle que soit la manière. Voilà, moi, c'est en chantant. Et voilà, je cherche pas à être performante ou à
Ou je cherche juste à être juste comment dire, à chanter parce que ça m'aide à grandir en fait. C'est ça qui est important. Voilà, j'essaie de toujours me dire voilà, je fais ça. Pourquoi? Parce que ça m'aide à grandir, à évoluer. Et puis c'est ça le sens premier. Après, bon. Ah, mais vous parlez à d'autres, il y a quand même un c'est des- message. Moi, quand je dis politique, évidemment, on pense à la classe politique, mais je pense aussi à la République, au sens vraiment la res publica. Et Nuit debout m'avait émue, parce que c'est vraiment ce que vous décrivez là. C'était des individus qui venaient simplement raconter leur vécu. Il y avait des écologistes, il y avait des féministes, il y avait des... Et c'est pas au passé, ça existe toujours. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bah, même si... Oui, ça a pris cette forme-là et cette forme médiatique-là, mais c'est toujours les gens qui se bougent, ouais. qu'on voit pas à la télé et qui tous les jours se bougent pour faire des myrtilles dans la montagne ou pour créer des assemblées démocratiques dans leur quartier ou pour, je sais pas, aider à l'alphabétisation ou aider des gamins ou je sais pas moi, toutes ces choses qu'on voit pas dans les médias forcément, voilà, c'est tous les jours. Voilà, les gens debout, ils sont là tous les jours. C'est ça que vous avez dit oui finalement, parce que c'est un album de contestation que vous vouliez faire à l'origine, et puis c'est devenu un grand oui. C'est vous dites oui à ça. Oui, je dis oui à ça. Je dis oui. Je dis oui aux choses vivantes, aux gens vivants. Je dis non à non. Je dis oui à oui. Non, non, Je dis non au non. Voilà. Mais c'est pas un oui managérial, c'est un oui du possible. Voilà. Un oui hétérogène, un oui de essayons, expérimentons, essayons de nouvelles choses. De toute façon, c'est tellement la merde que c'est le moment d'essayer des nouvelles choses. Voilà. Vous en parlez depuis tout à l'heure, donc ma question a l'air un peu évidente, mais voilà, pour moi, le chant, je l'ai compris à travers vous, c'est un instrument d'émancipation. Et figurez-vous que moi, depuis quelques temps, je m'autorise à chanter tout haut dans la rue avec mon casque sur les oreilles. Et avec le casque. ouais. Après, l'état le plus souvent, ce sera dans le casque. Comme ça, je m'entends un peu moins. Et en fait, les gens, ils me regardent bizarrement parce que je chante à tue-tête dans la rue quand même, mais jamais on m'a arrêté pour me dire ferme ta gueule. Et je trouve ça très empowering, empouvoirant. Est-ce que cette dimension, elle existe en vous, cette dimension, je reviens au féminisme, mais quand vous chantez, et notamment sur scène, est-ce que vous sentez cette espèce de transmission de puissance féminine, particulièrement? Oui, bien sûr. Chanter dans la rue, c'est pas pareil que chanter sur scène. Non, je l'ai beaucoup fait. Chanter dans la rue? Oui, j'ai fait beaucoup de chants, de chants improvisés, là où on m'y attend pas et là où d'ailleurs on me reconnaît pas du tout forcément et où les gens me connaissent pas forcément. Une femme qui chante dans la rue, c'est pas pareil qu'une femme qui chante sur scène. D'ailleurs, c'est beaucoup plus... comment dire... C'est une autre forme de libération, mais c'est presque plus difficile de chanter dans la rue, sans le casque. Ouais, j'enlèverai mon casque un jour. Voilà, sans le casque, voilà... juste parce qu'on a envie de chanter, se laisser chanter, faux ou pas faux, c'est un geste très libre. Sur scène, c'est différent parce que déjà on est au-dessus, voilà, on est sur une scène, on fait un spectacle, le public a payé pour venir, ils viennent volontairement. Vous faites beaucoup chanter les gens sur scène, très souvent. J'essaie toujours à un moment de montrer de chanter avec le public pour montrer que nous sommes un tout. Donc il y a moi effectivement, mais je suis là pour juste allumer le feu, pour juste que à nouveau tout le monde se rende compte à quel point ils ont chacun a une voix, voilà, et que nous sommes un grand cœur humain en fait. Moi je suis là pour juste le rappeler. Je chante mes chansons, je parle de mon univers, effectivement. C'est des moments où je me sens dans mon élément. Et une fois que tout ça est bien posé, j'aime bien que tout retourne dans le cycle et que moi, je sois que juste un élément. Alors, j'ai découvert, en faisant mes recherches pour l'interview, Hildegarde de Bingen, une abbesse du XIIe siècle, pour laquelle je crois vous avez beaucoup de fascination. Je ne vais pas employer le mot admiration que j'avais écrit, parce que je sais que vous ne l'aimez pas. Non, j'ai de l'admiration pour elle. Elle est d'un autre temps.
Donc, elle a fait une œuvre. J'ai de l'admiration pour elle. Alors juste pour la situer, parce que je pense Ouais. que l'auditeur ou l'auditrice n'est pas forcément familier. Donc c'est une abbesse du XIIe siècle qui est une pionnière de l'écologie, de la médecine naturelle. C'est aussi une femme de lettres et une musicienne. Et moi, ce qui m'a en plus frappée, c'est qu'elle fait partie des femmes célébrées par Judith Chicago dans son œuvre féministe Dinner Party, où elle a réuni autour d'une table des femmes qui ont marqué l'histoire, mais que l'histoire n'a pas forcément retenues. Et c'est aussi une œuvre qui a inspiré La Poudre, l'émission, donc j'ai trouvé ça assez lié. Et voilà, je voulais que vous nous parliez de votre rapport à elle. Je l'ai découvert par ses chants. Ces chants, c'est des chants... c'est des chants du XIIe siècle. Je crois qu'on peut appeler ça des chants grégoriens. Je peux pas dire des conneries. J'en ai écouté un peu hier, ça ressemble en tout cas à l'idée de ce qu'on se fait des chants grégoriens. Et j'ai aimé ces chants. C'est comme ça que je l'ai découverte. Et puis après, j'ai vu que cette femme, effectivement, c'était une grande mystique. Elle avait des visions. Alors, évidemment, ça se traduisait de manière dans une imagerie judéo-chrétienne avec la Vierge, le Christ, tout ça. Mais n'empêche qu'elle avait des visions et qu'elle les a racontées. Elle les a gardées pour elle. Et puis, à partir de l'âge de 40 ans, elle les a racontées. Un script à un ami, je crois, un allié à elle qui les a reportés. Et puis elle les a dessinés. Ah, c'est magnifique. Ouais, j'ai vu les dessins. C'est magnifique. Il y a justement cette histoire de système dont vous parliez tout à l'heure. Il y a un dessin où on voit un corps humain encerclé par l'univers, en fait. Et on voit cette idée dont vous parliez tout à l'heure, que l'univers est un grand tout et que l'être humain... Il y a beaucoup de ronds, ouais. Ouais. C'est toujours les mêmes, voilà, c'est des mandalas. C'est ce qu'on retrouve dans les rosaces, dans les... Enfin, voilà, c'est une femme qui était très reliée, très visionnaire. Et puis, elle était guérisseuse. Elle connaissait les plantes, les pierres. Elle a écrit beaucoup sur l'alimentation. Et puis, elle était très indépendante, puisqu'elle a créé son propre ordre, je crois. Moi, ce qu'elle m'a enseigné... c'est que chanter, c'est une chose, mais chanter de manière spécialiste, faire son métier de manière spécialiste, ça me paraît pas intéressant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est comme on dit, elle, c'est la woman power, c'est-à-dire que c'est tout l'ouverture des bras, le 360 qui est intéressant. Voilà, toi, tu as cette approche du chant, mais comment tu vois la Terre, comment tu vois les autres êtres humains, comment tu te situes par rapport à tout ce qui fait de nous des humains, voilà. Et toutes ces choses-là, elles nourrissent le chant, et puis le chant est nourri par toutes ces choses-là. Et elle était, elle était sur tous les plans. Elle a rien négligé. Elle a peut-être négligé l'amour charnel. Ouais. Vous lui avez dédié peut-être pas le choix. À l'époque, pour être libre d'esprit, des fois, il fallait rentrer dans les ordres. Quand on rentre au couvent à 8 ans, en même temps, les occasions se présentent pas. Elle a peut-être connu l'amour charnel avec des femmes. Peut-être. Certainement. Ouais. Il y a une sensualité incroyable dans les dessins. J'ai passé beaucoup de temps hier à les regarder un par un, ces dessins. Ouais. C'est possible. Alors, vous lui avez écrit une chanson que moi, j'adore. Vous avez le droit de me dire non, mais je rêvais que vous chantiez un peu dans La Poudre et je me demandais si vous pouviez faire un... Bah oui, faites pas la petite fille. Non, mais j'ose pas, parce qu'en plus, elle a l'air tellement dure à chanter, cette chanson. Bah non, c'est pas dur, parce que c'est moi qui l'ai inventée. J'ai terminé ma phrase, tout dit, j'ai tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, ainsi, tout dit, ma, tout dit, sort, tout dit, tu veux que l'on se parle, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je,
tout dit suite, tout dit le, tout dit bruit, tout dit des oiseaux dans les arbres, tout dit j'ai, tout dit, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai, tout dit, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sort, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit. J'ai rompu le charme, tout dit, j'ai tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, si, tout dit, tout dit, sort, tout dit, tu veux sécher tes larmes, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres, tout dit, si, tout dit, tout dit, sort, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma sœur, prends garde, tout dit, tout dit, n'a pas, tout dit, où tu mourras d'ennui, tout dit. Merci. Elle me bouleverse un peu cette chanson, pardon. Vraiment. Pour composer votre dernier album, vous êtes allé dans une cellule, dans un couvent du XVe siècle, à la Chartreuse des Avignons. Et je me demandais si c'était une attraction que vous aviez pour la solitude et la radicalité qu'on trouve dans la vie monastique. Je suis entre la nonne et la pute. Je vends mon corps, je vends je monte sur scène, je m'adonne à des milliers de personnes et en même temps, je suis très attirée par dans mon imaginaire, hein, une espèce de vie de recluse, un absolu. Donc, les lieux comme ça, où longtemps des gens ont vécu dans le recueillement, me fascinent, mais tous ne m'attirent pas. Celui-ci, je l'aime bien, la Chartreuse Villeneuve-les-Avignon, parce que c'est un lieu vivant où des artistes créent depuis 50 ans maintenant. Voilà, ça brasse. Et ça n'est plus un lieu religieux. Mais par contre, c'est un lieu où on se sent relié, parce qu'il y a le soleil, évidemment, il y a la lumière merveilleuse de la Provence. Et puis, il y a les herbes, il y a les oiseaux, il y a du monde qui passe, il y a des touristes aussi. Mais on peut être tranquille. Chaque cellule a un petit jardin. Donc les cellules, c'est tout sauf carcéral. Hein. C'est un endroit très agréable, dans un petit village très vivant. Et puis, j'y suis pas allée m'enfermer, puisque j'y suis allée avec ma famille. Je me suis fait plein de copains. Donc, moi, j'aime bien avoir le choix de m'enfermer. Ou pas de m'enfermer. Enfin, c'est pas de m'enfermer, c'est de m'ouvrir. C'est-à-dire que dès qu'on est tout seul, on s'ouvre à soi. Voilà, donc c'est une forme de solitude choisie, mais tout à fait ancrée dans une vie quotidienne tout à fait normale. Ça me fait penser à une chambre à soi, au sens de Virginia Woolf, qui est une autre de mes obsessions. Est-ce que vous y avez accès ou est-ce qu'on vous laisse y accéder ? C'est pas toujours évident quand on est une mère de famille, par exemple. C'est vrai qu'il faut parfois se l'accorder à soi-même. C'est très important, même si on n'est pas artiste. C'est vrai que c'est important, ces moments-là de chambre à soi.
chacun trouve sa manière. Ça peut être se mettre sur une terrasse au soleil. Ça peut être se mettre à un bureau et écrire. Ça peut être aller se promener. Mais c'est vrai que les moments de solitude, quand on est maman, sont régénérants. Ouais. Dans quelles conditions vous créez quand vous écrivez vos chansons? C'est toujours, il y a un rituel ou c'est Non, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de recette. Et je m'y refuse d'ailleurs. Chaque disque a une histoire différente. J'ai jamais écrit une chanson dans les mêmes conditions, avec les mêmes motifs. Je sais pas. c'est plus intuitif en fait? C'est intuitif. Après, c'est sûr que j'ai besoin, personnellement, et pour créer aussi, de moments de calme. On se fait pas déranger. Parce que déjà qu'on se dérange soi-même, avec toutes nos pensées, nos et si, gna gna, gna gna gna. Déjà, il faut avoir le temps de plonger en soi et pas se laisser déranger par soi-même. Donc c'est bien d'avoir certains moments où on n'est pas dérangé. Enfin, on va dire, on n'a pas d'interaction. Enfin, et en même temps, moi, il y a des moments où je plonge en moi et je suis entourée de plein de gens. Je sais pas, il n'y a pas de règle. On peut être dans une foule et plonger en soi. Voilà. Mais en tout cas, si on ne trouve pas ces moments spontanément, je pense que oui, des fois, c'est bien d'essayer de les trouver volontairement, quoi, en trouvant un lieu où on se sent bien. Ouais. Vous avez quitté Paris, vous êtes parti vivre dans le sud de la France dont vous parliez. Oui, et là, je suis revenue. Vraiment? Vous avez... Ouais, je suis revenue pour des raisons de fluidité entre le travail, la famille et la patrie. Non, non. Ah non. Pour des raisons On ne pas pétant en fin d'émission, merde. C'est pas possible. On pourrait couper ça. Non, pour des raisons de fluidité entre le travail et la famille. Entre le travail. La passion. Ma passion pour la musique et la passion de mon compagnon pour la musique et notre amour pour nos enfants. Pour l'instant, on est revenu à Paris, là, temporairement. Voilà. Parce qu'on a envie de voir nos enfants le plus possible. Et puis que là, nos vies professionnelles font qu'on a beaucoup de sollicitations à Paris. Donc pour l'instant, on fait ça. Ça va être plus dur, le potager autosuffisant à Paris? On va se débrouiller. On va très bien se débrouiller. L'écologie aujourd'hui, c'est évidemment numéro 1, ramener l'agriculture dans les villes. Et Dieu sait s'il y a de l'espace sur les toits, sur les murs, sur les balcons. Puis dans plein d'endroits, on friche. Et puis évidemment, donc c'est possible. Et puis il y a les bois. Voilà, l'Île-de-France, c'est magnifique pour ça aussi. Il y a des forêts magnifiques. Et ça, c'est nos origines. Voilà. Les forêts, c'est des sources. Donc voilà, moi j'adore les grands arbres autour de Paris et dans Paris aussi. Donc je suis très contente aussi ici. Bienvenue à nouveau alors. Qu'est-ce que vous lisez? Dans quel livre vous allez vous réfugier quand le monde vous fatigue? Dans quel livre je vais me réfugier? Oh, certainement des livres zen ou des livres de... Alors pas des livres religieux, mais des livres spirituels. Des livres à la frontière entre la poésie et le spirituel, ça me fait du bien. Ou, je sais pas, là, j'ai lu un Frédéric Lenoir que j'adore. Ouais. Je lis des choses sur Vandana Shiva, je lis des choses sur Krishnamurti. J'adore Vandana Shiva, Voilà. elle est incroyable. Des gens qui sont très ancrés et très concrets et plein de magie, quoi. Voilà, j'aime bien ça. Sans trop de pia-pia. Pierre Rabhi aussi, évidemment. Sinon, de la poésie. La poésie, parce que la poésie, voilà, elle s'appesantit pas dans le discours. Puis sinon, rien du tout, hein. Moi, j'aime bien juste respirer, juste... rien du tout. Ça évoque quoi pour vous, la poudre? La poudre? Moi, tout de suite, la poudre, je vois... je vois pas une poudre explosive, je vois une poudre, un nuage qui fait... Pouf. La poudre, elle aide à visualiser l'air,
qui nous entoure, à le matérialiser et à nous montrer qu'il est fluide, il ressemble à l'eau. Quand on met de la poudre dans l'air, tout à coup, on a l'impression que tout est en apesanteur et qu'on est dans l'eau. C'est très beau. J'avais jamais pensé. Merci beaucoup Camille. Merci. Merci à Camille d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood, flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.